slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so L'amiral Ernest King deviendrait l'un des officiers les plus influents, bien que quelque peu sous-estimé, de la Seconde Guerre mondiale, dirigeant la marine américaine pendant la majeure partie de l'implication directe des États-Unis dans ladite guerre mondiale. Pourtant, ses débuts dans la vie n'auraient guère suggéré une telle carrière pour son avenir. Né le 23 novembre 1878, fils d'immigrants britanniques qui vivaient près de Cleveland, Ohio, Ernest Joseph King ne grandirait nulle part près de la mer. Mais sa maison faisait partie de l'un des ports sur le lac Erie. Son père travaillait dans un atelier de réparation de machines à vapeur, le genre ferroviaire, pas la variante navale, et le jeune garçon grandirait en passant ses premières années parmi les collègues de son père, développant une appréciation pour la machinerie, mais aussi une attitude très têtue et directe qu'il ne perdrait jamais vraiment. Alternant entre l'école et le travail à l'atelier de machine, King a réussi à attraper la fièvre typhoïde à l'adolescence et bien que ce fût une chose difficile, il a réussi à s'en sortir et a repris le travail sur les machines dès qu'il a eu la force. Il passerait ensuite à l'Académie navale des États-Unis, surpassant 30 autres candidats dans un processus d'examen compétitif. Sa période là-bas couvrirait le tournant du siècle et la guerre hispano-américaine, où il a décidé qu'un officier de marine devait avoir des ennemis, et ses ennemis naturels ici étaient le personnel académique. Et donc il a conspiré avec ses camarades de classe pour concevoir un système qui aidait les étudiants moins académiques afin de s'assurer qu'ils réussissent tous, ce qui signifiait que pour la seconde moitié de son séjour à l'académie, lorsque le système était en fonctionnement, il y aurait précisément 0 abandon. Il a en outre décidé que se peindre une cible dans le dos n'était pas une si bonne idée. Malgré un talent suffisant pour avoir une assez bonne chance d'être le premier de sa classe, il a calculé que cela signifierait que les gens attendraient constamment des choses de lui. Mieux vaut grimper les échelons sans des attentes absurdes qui pourraient décevoir les gens à la moindre erreur, et donc il a décidé de viser un diplôme juste en dessous du sommet, suffisamment pour démontrer ses capacités, mais juste assez bas pour empêcher les gens de le distinguer tout le temps. Cependant, le déclenchement de la guerre avec l'Espagne signifiait que tous les hommes étaient sur le pont pour la marine américaine relativement petite de l'époque, et donc King s'est assuré une position sur l'United States Ship San Francisco, un croiseur qui a fini par passer pas mal de temps au large de la Nouvelle-Angleterre au cas où un raider espagnol apparaîtrait. La marine américaine doutait de la probabilité, mais l'opinion publique les obligeait à avoir une présence. Son seul rôle durant la guerre fut un bref passage en service de blocus, essuyant quelques tirs des forts de la Havane. Pendant cette période, il a commencé à démontrer un style de commandement pour lequel il deviendrait plus tard célèbre ou infâme, selon qui vous demandez. S'il ne savait pas quelque chose et qu'il réalisait qu'il ne savait pas quelque chose, il accepterait tous les conseils et instructions de quelqu'un qu'il reconnaissait comme un expert dans le domaine. Mais une fois qu'il avait assimilé cette connaissance à sa propre satisfaction, il se considérait lui-même comme un expert similaire dans le domaine et n'accepterait donc plus aucun argument ou discussion sur la manière dont une chose devait être faite ou non. Si vous osiez ne pas être d'accord avec lui publiquement, peu importe votre rang ou statut, King exploserait rapidement de colère, telle une chaudière dont la soupape de sécurité aurait été désactivée. Après la guerre, King et ses camarades sont retournés à l'académie où il s'est classé 4e de sa promotion. En somme, son but ultime. Et il est entré en service actif dans une marine qui était très différente de celle qu'il avait rejointe. Annapolis, en 1897, était un ensemble de bâtiments en décomposition et, de construction temporaire qui remontaient à la guerre civile. Maintenant, entre la publication et la popularisation des écrits de Mahan, la guerre hispano-américaine elle-même et la présidence de Theodore Roosevelt, le budget naval augmentait, de nouveaux navires étaient lancés, et on murmurait même qu'Annapolis avait prévu une forme de reconstruction. Le seul problème était la promotion qui était glaciaire à un point qui aurait embarrassé la marine royale de 1700 au sommet du patronage et de la paix,
la plupart des officiers n'atteignant pas le rang de commandant ou de capitaine avant d'être bien en vue de la retraite, et la plupart des amiraux ne pouvant servir que quelques années avant que leur santé ne se dégrade ou qu'ils atteignent l'âge obligatoire de la retraite. Mais King restait optimiste. De nouveaux navires signifieraient de nouvelles affectations et donc plus d'opportunités de progression. Et donc, après un court cours sur la conception et l'utilisation des torpilles, il embarqua à bord du navire d'études United States Ship Eagle en tant que navigateur. Cela lui a permis de développer ses compétences en navigation et en maniement de navires dès le début de sa carrière. Et bien sûr, King étant King, il a profité de ce voyage pour élaborer de nouvelles méthodes de navigation pour se divertir ainsi que pour modifier et améliorer l'équipement de sondage qui leur avait été fourni. Cela s'est avéré suivi d'un voyage à terre pour laisser ses yeux guérir, car il s'est avéré que regarder à travers des instruments optiques de précision avec des lentilles de mise au point en plein milieu de l'été des Caraïbes n'était pas exactement bon pour la vision. Une fois cette récupération accomplie, sa prochaine affectation a été sur le tout nouveau United States Ship Illinois, qui sert maintenant d'aide à la signalisation pour l'amiral à bord, où il a décidé une fois de plus que les instruments à sa disposition étaient inférieurs et il a inventé un nouveau transmetteur de sémaphore pour simplifier et faciliter son travail. Il a également commencé à entendre de ses camarades de bord que les canons à bord pouvaient tirer beaucoup plus loin que les télémètres et les systèmes de contrôle de tir basiques qu'ils avaient, ne le permettrait. Une question qui l'intriguait, mais pour le moment il ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet puisqu'il n'était pas affecté à l'artillerie. Mais ses talents étaient reconnus par les officiers supérieurs et il a rapidement été réaffecté sur le United States Ship Cincinnati en tant qu'officier de quart, un poste qui serait normalement attribué à des officiers de plusieurs années son aîné. Le croiseur a ensuite entrepris une longue mission à l'étranger où King a appris que la marine américaine introduisait des compétitions d'artillerie formelles entre les navires. Naturellement, King a décidé que ses équipes d'artillerie nouvellement affectées devaient gagner et s'est immédiatement mis à démonter, analyser et améliorer les télémètres, les viseurs, les engrenages et pratiquement tout ce qui concerne le canon, sauf le canon lui-même, et on soupçonne que c'était simplement parce qu'il manquait un chalumeau à oxyacétylène. Il ne devrait pas être surprenant que Cincinnati ait remporté le premier prix du tir de l'escadron asiatique pour la plus grande satisfaction de King. Toutefois, le voyage de King n'a pas été sans embûches. Il a été confiné à plusieurs reprises pour être rentré tard et ivre de son congé à terre, mais, dans le style typique de King, il a décidé que c'était une faiblesse à éliminer, et il a éliminé sans pitié ce défaut de caractère. À un tel point qu'il n'a plus jamais été en retard ou en gueule de bois pour son service, bien que cela ne l'ait pas empêché de boire. Il finirait cependant par être confiné plusieurs fois de plus pour une raison complètement différente, son tempérament, qui le conduisait, alors qu'il était encore aspirant d'Ashensin, à avoir des disputes permanentes et des échanges houleux avec des officiers bien au-dessus de lui en grade, jusqu'au premier officier du navire inclus. Alors qu'il était stationné en Extrême-Orient, King a eu une sorte de premier rang sur certains éléments de la guerre russo-japonaise, mais en 1905, il rentrait aux États-Unis pour de nouvelles instructions, ainsi que pour épouser la femme qu'il courtisait depuis l'académie, Martha Rankin Egerton. Cela accompli, il a été affecté à le United States Ship Alabama, où il a été chargé de la moitié avant de l'armement du navire, encore une fois un poste généralement attribué à quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience. Au cours de ce voyage, il a découvert le journal Proceedings of the U.S. Naval Institute, où les officiers pouvaient exprimer librement leurs pensées sans trop se soucier du rang relatif. Sans surprise, cela a beaucoup plu à King, qui a pris en charge la cause de la réforme organisationnelle à bord des navires, qui n'aurait guère évolué depuis l'époque de la guerre civile américaine. Au fil du temps, grâce à des soumissions au journal et au fur et à mesure que sa carrière progressait, plus tard via une autorité plus directe, il entreprendrait une variété de croisades personnelles similaires contre tout, de la bureaucratie au bureau des ordonnances, en passant par les uniformes de la marine, qu'il pensait devoir être gris, et la manière dont la responsabilité était partagée dans la chaîne de commandement. Entre son talent et l'ouverture de nouveaux postes avec l'expansion de la marine, King est passé d'enseigne à lieutenant en seulement 3 ans, retournant à Annapolis en tant qu'instructeur, principalement en artillerie et ses fonctions associées, où il est resté pendant quelques années. Puis il a été promu officier en charge de la discipline, bien que son tempérament et son attitude aient encore réussi à lui causer des problèmes avec ses supérieurs, même là.
Cependant, réussir à surmonter ce problème l'a amené en 1906, où une peur de guerre avec le Japon et l'avènement du Her Majesty's Ship Dreadnought avait provoqué une montée de l'intérêt pour les actions de flotte et les capacités de combat des navires et des hommes qui les dirigeaient, ce qui a bien sûr intéressé King à ce sujet également, et l'a incité à travailler avec un collègue officier, William Pye, pour développer la première horloge de portée de la marine américaine, l'élément principal d'un ordinateur central de contrôle de tir. À son grand désarroi et peut-être à son éternel grief, le bureau de l'ordonnance a joyeusement pris le design, mais a refusé de payer les deux officiers pour leur travail ou de leur permettre de déposer un brevet. Ce ne serait pas la dernière fois que le niveau de colère de King passerait de mijotant à apoplectique en ce qui concerne cette organisation particulière. 1909 a vu King retourner en mer en tant que secrétaire de pavillon pour l'un de ses anciens capitaines à bord de Cincinnati, l'actuel contre-amiral Osterhaus. Avec cette mission se dirigeant rapidement vers un service à terre, King a rapidement déménagé vers un autre nouveau cuirassé, le dernier pré-dreadnought de la marine américaine, l'United States Ship New Hampshire, travaillant cette fois dans le département d'ingénierie. Seul en charge de la centrale électrique du navire, une situation qui lui convenait car cela signifiait peu d'interactions et de conflits avec les officiers supérieurs, King était dans son élément. Une autre compétition initiée par la marine américaine était l'efficacité de l'ingénierie dont il faisait maintenant partie. King a décidé de gagner ici aussi en commençant une autre croisade pour sécuriser le meilleur charbon de New Hampshire, la meilleure position de navigation et même pour réduire la consommation d'eau sur le navire puisque l'usine de distillation avait besoin de brûler du charbon pour fonctionner. King a décidé que quiconque utilisait plus que le strict minimum pour se doucher était un ennemi personnel, travaillant contre son gain du prix de l'efficacité de l'ingénierie et bientôt l'équipage, du capitaine au plus humble recrue, se limitait à utiliser un minimum d'eau. Dans leur douche, aidé par un réseau d'espions que King a recruté parmi les enseignes. Il a seulement manqué le prix lui-même parce que quelques autres navires ont réussi à perdre leur vis en fonctionnant à pleine puissance et le reste de la flotte a été temporairement interdit de fonctionner à pleine puissance. Revenant au personnel d'Osterhaus en tant que secrétaire de pavillon alors que ce dernier repartait en mer, King a travaillé de manière approfondie et efficace pour le reste de son déploiement, revenant à terre en 1912 pour servir comme officier exécutif de la station d'expérimentation d'ingénierie navale ainsi que pour l'Institut naval des États-Unis. C'est pendant cette période qu'il a eu l'occasion de voir l'aviation navale, telle qu'elle était à l'époque, en action. Mais son temps ici serait court, car en 1913, la guerre avec le Mexique se profilait et le lieutenant-commandant de 35 ans a insisté pour un commandement. En 1914, il en a obtenu un petit destroyer de 800 tonnes, nommé United States Ship Terry. Ce monde de petits navires rapides était tout nouveau pour King, qui a immédiatement commencé à absorber des informations du chef de flottille, Frank Evans, qui était un excellent maître dans la manipulation des destroyers. Cela amènerait King à passer sur le plus grand United States Ship Cassin, ainsi qu'à servir d'aide au capitaine Sims, qui avait dirigé les efforts d'artillerie à longue portée de la marine américaine et était maintenant en charge des destroyers de la flotte atlantique de la marine américaine, principalement pour tester ses nouvelles théories sur les opérations de destroyers en temps de paix. Cela conduirait à son tour à la nomination rapide de King au commandement non seulement du Cassin, mais aussi d'une division de 4 navires au sein des unités de destroyers de Sims. C'est à ce moment-là que King aurait son premier accrochage avec la Royal Navy, et pas un qu'il appréciait particulièrement. Divers croiseurs de la Royal Navy rôdaient juste à l'extérieur des eaux territoriales américaines, inspectant les navires arrivant et partant des ports américains et sautant sur les navires allemands ou les navires à destination de l'Allemagne dès qu'ils en avaient l'occasion. Cassin et ses subordonnés devaient parfois se faufiler entre ces navires, qui n'allaient pas céder le passage à de si petits navires d'escorte. King commentera plus tard avec sarcasme que les Britanniques étaient très gentils avec nous pour nous laisser utiliser la haute mer. Fin 1915, King se présente pour son service au sein de l'état-major du vice-amiral Mayo, où, bien qu'il soit techniquement là principalement pour son talent d'ingénieur, il commence à utiliser son expérience récente pour aider Mayo à améliorer les plans de reconnaissance des destroyers de la flotte. Il était toujours dans ce personnel lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La marine américaine s'est alors rapidement dissoute dans le chaos, essayant de comprendre comment entrer en guerre alors que toutes les préparations et discussions à ce sujet avaient été interdites pour des raisons politiques.
C'était cependant l'environnement naturel de King et il s'est mis au travail pour aider à la transition du charbon au pétrole, à former et à distribuer les nombreux nouveaux recrues qui devaient être intégrés à la marine pour amener ces navires à leur pleine puissance de guerre, puis à accompagner Mayo à la suite de Sims en 1917 au Royaume-Uni pour répondre à certaines des plaintes de Sims, dont la plupart revenaient à Sims essayant de mener une véritable guerre, et le département de la marine à la maison, semblant principalement se concentrer sur une campagne bizarre et persistante contre la croissance des arbres, en générant des quantités toujours croissantes de documents. Cela mènerait évidemment à d'autres affrontements avec la Royal Navy. King a eu la malchance d'arriver à un moment où Beatty était au commandement de la Grand Fleet au lieu de Jellicoe. Des jeux de guerre étaient organisés et deux moitiés de la Grand Fleet avaient été séparées, l'une dirigée par Beatty et l'autre par l'amiral Sturdy. Le brouillard est tombé, réduisant la visibilité comme lors de la bataille du Jutland. Beatty était hésitant. Le brouillard finit par se lever, seulement pour découvrir que Sturdy, qui était beaucoup moins réservé sur les compétences de son navire dans le Merc, avait complètement déjoué Beatty et l'avait pris en flagrant délit. Au lieu d'essayer de sauver son commandement, King a vu Beatty simplement annuler l'exercice. Inutile de dire que King n'était pas du tout impressionné. Il a eu une impression quelque peu meilleure lorsqu'il a rejoint l'amiral Jellicoe à bord d'un destroyer qui gardait un moniteur qui effectuait des tâches de bombardement côtier dans la Manche, ce qui a ensuite conduit à une danse joyeuse d'évasion alors que les batteries côtières allemandes essayaient d'éliminer le destroyer en vain. Cependant, cet épisode de sa carrière, probablement une exposition prolongée à Beatty, a commencé à augmenter son aversion pour les Britanniques en général, bien qu'il ait toujours fait exception pour les officiers qu'il jugeait compétents. La fin de la guerre a ramené King chez lui en tant que capitaine de 40 ans, maintenant en charge de l'école post-universitaire à Annapolis, où lui et deux collègues se divertissent avec la tâche simple de retravailler complètement le programme de formation des officiers de marine, faisant un si bon travail qu'il a été principalement adopté par la marine en quelques courtes années et forme toujours la base du cours d'Annapolis à ce jour. King était assez content ici, jusqu'à ce qu'il entende que l'amiral Wilson arrivait pour diriger l'académie. King détestait Wilson un peu plus qu'il ne détestait la plupart des autres personnes et demandait un commandement en mer uniquement pour s'éloigner de lui, acceptant même le commandement d'un navire de ravitaillement. Un an plus tard, lassé, King a demandé un nouveau commandement. Aucun navire n'était disponible, mais le commandement des sous-marins l'était, alors il l'a choisi. Et dans un mouvement qui ne devrait absolument surprendre personne à ce stade du récit, il s'est immédiatement mis à réorganiser tout dans sa division, forçant ses hommes à vivre à bord de leurs navires plutôt que sur les navires de soutien auxquels ils étaient amarrés et plaidant pour une stratégie offensive à longue portée par opposition à l'option de défense côtière. Cependant, dans ce cas, il s'est avéré que sa pensée était quelque peu en avance sur son temps. Les sous-marins dont il disposait étaient tout simplement trop petits, trop peu fiables et trop exigus pour faire ce qu'il leur demandait réellement. Passant au commandement d'une base de sous-marins à New London, il dirigeait un commandement serré et, surprise, surprise, compétitif. En 1925, le sous-marin S-51 qui était basé là a été abattu et coulé par un vapeur civil et King a été chargé de son sauvetage. À ce stade, il ne savait rien du sauvetage en mer et le sous-marin reposait presque une fois et demie plus profondément que les plongeurs avaient l'habitude de travailler. Malgré cela, tout se passait assez bien que les plongeurs aient dû endurer des conditions dangereuses et très défavorables jusqu'au jour de la remontée, lorsqu'une tempête s'est levée et que le sous-marin a fini par remonter à la surface de lui-même, bien que seuls quelques-uns des pontons de flottaison aient réellement été attachés. La tentative de remorquage vers des eaux peu profondes a échoué et le sous-marin a dû être volontairement sabordé à nouveau. Ils ont finalement réussi à remonter le sous-marin à la surface et à le remorquer jusqu'à New York. Le succès global de l'opération a valu à King une médaille de service distinguée et l'acclamation publique. King voulait maintenant un autre commandement en mer, mais les postes étaient rares. Les croiseurs étaient considérés comme la meilleure option, mais les Omaha et Pensacola n'entraient en service que maintenant, et le sous-financement chronique du Congrès avant 1916 signifiait qu'il y avait très peu d'autres navires de classe croiseurs disponibles. Il y avait cependant une autre opportunité. Les Lexington devaient terminer leur conversion et auraient besoin de capitaines, mais la plupart des aviateurs navals étaient bien trop jeunes malgré le fait que la connaissance de l'aviation était considérée comme nécessaire pour le commandement d'un porte-avions.
La première étape sur cette voie était le commandement du porte-hydravion United States Shipwright. Théoriquement, cela serait ensuite suivi par l'apprentissage du vol par King dans une station à terre, lui donnant ainsi une expérience de vol réelle ainsi que le commandement d'un navire qui s'occupait d'avions. Au lieu de cela, King a exigé que son équipage lui apprenne à voler en utilisant les hydravions du navire, ce qui lui a donné un certain avantage lorsqu'il a été envoyé à terre pour des qualifications formelles en 1927, lui permettant d'atteindre rapidement les qualifications de base, même s'il n'était pas connu comme le meilleur pilote du monde. Il a ensuite été rappelé à droite et se réinstallé lorsque le sous-marin S-Four a été touché et coulé, cette fois par un navire de la garde côtière. En raison de son expérience avec le S-51, King a été appelé. Des membres d'équipage survivants pourraient encore être secourus. King a promptement pris un train de nuit malgré le mauvais temps, puis a attrapé un avion de la mer attaché au cuirassé United States Ship New York, arrivant sur les lieux le lendemain matin. Malheureusement, le temps était complètement affreux. Le sous-marin était trop endommagé pour être récupéré en remplissant les réservoirs de ballast, et l'équipement restant était trop primitif, et l'équipage restant à bord du S-Four manquerait malheureusement d'air. Néanmoins, King persistait et a réussi à récupérer le S-Four de la même manière qu'il avait réussi à récupérer le S-51 en se trouvant une nouvelle cible particulière de sa haine, la presse, en chemin, car un certain nombre de journaux l'avaient accusé, lui et la marine, de négligence, malgré le fait que King ait tout fait pour sauver la vie des sous-mariniers, jusqu'à et y compris forcer le navire à rester dehors quand pratiquement tout le monde lui disait de rentrer. Revenant à droite avec une autre médaille du service distingué pour ses efforts, il se retrouva brièvement à la tête de la composante aérienne de la marine américaine dans l'Atlantique lorsque l'amiral en charge a dû aller à terre. Bientôt en juin 1928, King avait de nouvelles ordres, le commandement de l'United States Ship Lexington. Il était ravi, mais cela fut de courte durée. Les ordres ont été annulés dans le mois pour son affectation au bureau de l'aéronautique. Il n'était pas content et il n'était pas exactement timide pour le faire savoir. Étonnamment, en quelques années, il était effectivement aux commandes du Lexington. Sa taille imposante avait conduit l'équipage à se relâcher quelque peu en matière de discipline. Le roi a mis fin à ce roulement d'officiers qu'il jugeait inadéquat, ne gardant que ceux qui répondaient à ses normes exigeantes. Le navire a été rapidement transformé. Alors que le roi s'était fixé pour objectif d'apprendre à opérer un porte-avions, et une fois cela fait, il s'est lancé dans le développement de nouvelles tactiques pour son navire et son équipage. D'avions à utiliser, étant donné que presque personne ne savait rien sur l'exploitation d'un si grand porte-avions, et de son complément aérien, c'était une entreprise risquée, et une qui flirtait avec le désastre. À plus d'une occasion, avec la colère de King qui montait à la hauteur de la situation, parfois en utilisant le système de sonorisation, ou d'autres fois en se contentant de marcher jusqu'au bord du pont et de crier assez fort pour être entendu partout sur le pont d'envol. Malgré tout, le navire est devenu expert dans son rôle, même si King a saisi chaque occasion pour montrer la vitesse et la manœuvrabilité de son navire telles qu'elles étaient. Quand la flotte a reçu l'ordre de rentrer indépendamment, presque tous se sont rangés calmement derrière le navire amiral, suivant la tradition navale. Sauf pour le Lexington, qui a chargé tête baissée à travers la formation à pleine vitesse tout en atterrissant des avions, atteignant le port bien avant le reste de la flotte, si bien qu'il était à l'ancre avec le fanion absent de King flottant au moment où tout le monde est arrivé. King s'est excusé le lendemain lors de sa convocation, prétextant que le signal indiquait d'agir de manière autonome. Alors je l'ai fait. Après 2 ans de commandement du Lexington, qui comprenait plusieurs alertes de guerre et une mission de secours en cas de catastrophe, King a quitté le navire lors d'une énorme fête d'adieu de son équipage, avec des piles de recommandations pour la performance du navire, et a sans doute mis à la disposition de la marine américaine le meilleur porte-avions opérationnel de la flotte de 1932. Ce n'était pas tant que King voulait partir, il avait plutôt apprécié son séjour sur le Lexington, mais son travail l'avait recommandé pour le grade de contre-amiral, et maintenant il allait assister au collège de guerre navale, où son document soulignait que l'ennemi le plus probable de l'Amérique dans la prochaine guerre serait le Japon, et tout aussi certainement, l'Amérique n'était pas vraiment prête pour le conflit. Il a identifié de nombreuses raisons à cela, dont une tendance irritante à exagérer toute réalisation militaire américaine pouvant être interprétée comme une victoire, et à occulter promptement tout ce qui était clairement une défaite,
ce qu'il considérait comme signifiant que la vue était très rapidement perdue des raisons pour lesquelles ces défaites s'étaient produites et courait ainsi le risque que ces défaites se reproduisent. À l'âge de 54 ans, avec son grade de contre-amiral confirmé, il envisageait environ 10 ans de service en tant qu'officier supérieur avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire à 64 ans, et il s'est donc fixé un nouvel objectif, devenir chef des opérations navales avant que ce temps ne soit écoulé. La disparition de l'amiral Moffat dans le crash du dirigeable Akron a laissé un poste vacant à la tête du bureau de l'aéronautique et grâce à quelques alliés clés et à son propre lobbying, King a réussi à obtenir le poste en tant que son remplaçant. Au cours des 3 années suivantes, il a lutté contre les budgets réduits de l'époque de la dépression, le Congrès et le Bureau des armes pour maintenir l'aviation navale. Dans cette entreprise, il a réussi et plusieurs excellents futurs amiraux de porte-avions de la marine américaine, comme Mark Mitchell, ont servi sous ses ordres à cette période. En accord avec ses objectifs de carrière, il a fixé son prochain objectif comme devenir le titre plutôt mal ordonné de commandant de la force de combat aérien où il dirigerait toute la force de porte-avions de la marine américaine, mais cette fois il a été contrarié par des officiers qui n'étaient pas trop friands de lui et détenaient des grades supérieurs. Au lieu de cela, il a reçu le commandement de l'autre partie de la division aéronautique de la marine, les avions basés à terre de la marine. Ainsi, après avoir supervisé les prototypes du bateau volant Catalina dans son travail précédent, il s'est maintenant attelé à les déployer dans ses escadrons de patrouille. Ressentant d'être confiné à terre, il a convoqué son ancien commandement, le United States Shipwright, et s'est lancé dans le Pacifique, errant pour déterminer quels atolls et îles pourraient être utilisables comme future base d'hydravions, un travail qui s'avérerait inestimable dans quelques années. Il a également insisté, conformément à ses préoccupations exprimées au Collège de guerre, pour que ses pilotes volent par tous les temps et dans toutes les circonstances. S'entraînant pour une guerre dont il était de plus en plus certain qu'elle arriverait tôt ou tard, en 1937, il obtiendrait sa revanche sur ceux qui l'avaient dédaigné pour le commandement des porte-avions. Un exercice avait prévu que les porte-avions attaqueraient San Diego. Les hydravions de King étaient la force de défense. Un épais brouillard s'est installé cette nuit-là. Les porte-avions ont gardé leurs avions à bord et verrouillés. Les Catalina du roi ont quand même volé, ont trouvé les porte-avions et à l'aube, les avions du roi ont envahi les porte-avions malheureux toute la matinée, les coulant et remportant de manière décisive le scénario. En janvier 1938, le désormais vice-amiral King était en charge des porte-avions et en 1939, il avait le Saratoga, le Lexington, le Ranger, le Yorktown et l'Enterprise, où une fois de plus de nouvelles idées ont commencé à émerger, la plus importante d'entre elles étant la réaffectation des porte-avions de la force de bataille, où ils étaient liés aux cuirassés de type standard lent, à la force de reconnaissance, où ils pourraient opérer aux côtés de croiseurs et de destroyers qui pourraient les suivre à pleine vitesse. C'est ainsi que les porte-avions de la marine américaine opéreraient pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, des esprits conservateurs ont rejeté la proposition de King. Seule l'élimination par le Japon d'une grande partie des cuirassés de la flotte du Pacifique verrait les idées de King mises en avant par nécessité. Néanmoins, King a travaillé sur d'autres nouvelles idées. Lors du problème de flotte 19, il a mené les porte-avions dans une attaque aérienne réussie contre Pearl Harbor, une autre leçon que le haut commandement de la marine américaine ignorerait à leurs frais. Il ferait également fonctionner tous ces porte-avions ensemble comme une unité opérationnelle, ce qui deviendrait également une pratique normale, épuisant ses équipages en essayant de le suivre. Un rare exemple d'un officier qui a réussi était un certain capitaine Arleigh Burke, alors en charge du destroyer United States Ship Mugford. Même l'amiral Halsey, l'un des subordonnés favoris de King, finissait par se démener pour suivre le rythme. À la fin de 1939, le poste de chef des opérations navales était à prendre. Avec seulement 3 ans avant sa retraite, c'était maintenant ou jamais pour King. Mais avec 74 amiraux dans la marine américaine, et seulement 3 d'entre eux, y compris King, étant des soi-disant amiraux de porte-avions, les amiraux de cuirassés ont choisi l'un des leurs, l'amiral Stark, pour le poste de chef des opérations navales. King a été affecté à un poste au Conseil général. Il semblait que sa carrière avait atteint son apogée, et il était dans ce qui était communément reconnu comme une période d'attente avant la retraite. Il est arrivé à son nouveau poste quelques jours avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais il a refusé de considérer ce nouveau poste comme une position de fin de carrière.
lorsqu'on lui a ordonné d'emmener le secrétaire de la Marine faire une visite de la flotte, y compris son déploiement à Pearl Harbor, King a demandé et obtenu un chèque en blanc effectif pour améliorer les défenses antiaériennes de la Marine américaine, qu'il avait, par son propre travail, prouvé qu'elles étaient totalement inadéquates. Avec une impitoyabilité typique, il a mis en place les mises à niveau en quelques mois plutôt qu'en plusieurs années habituelles. Cette fois, quelque chose pour lequel il avait plaidé avait réellement porté ses fruits et cela allait sauver la vie des conseillers et des navires dans les années à venir. Son énergie constante lui a valu d'être recommandé par le secrétaire de la Marine, Edison. Et alors que la situation en Europe se détériorait, King trouva un allié en la personne de son ancien concurrent, l'amiral Stark, qui commençait rapidement à réaliser que la marine américaine allait être en guerre tôt ou tard et qu'une personne comme King serait nécessaire. Sur les conseils d'Edison, Stark a insisté pour que King soit nommé à la tête de l'escadron de l'Atlantique. Après une visite de certaines de ses nouvelles commandes aux côtés du nouveau secrétaire à la marine, Knox, il hissa son drapeau à bord de le United States Ship Texas et se mit à élaborer des plans de guerre et à préparer la flotte à un état de préparation à la guerre, ce qui était tout aussi bien car il découvrit que le coffre-fort de guerre du Texas ne contenait précisément qu'un plan de guerre et c'était pour la guerre avec le Mexique. Tout cela a été fait avec une rapidité remarquable, bien que le désir fanatique de King de tout gérer et de se considérer comme l'expert en tout ce qu'il gérait commençait à montrer ses failles. En tant que capitaine, cela avait très bien fonctionné. Pour le commandant d'une petite formation comme la force porte-avions, cela pouvait fonctionner dans la plupart des cas. En tant que leader de presque tous les navires de la marine américaine non affectés au Pacifique, c'était trop. À son crédit, il a finalement reconnu ce problème et a émis une série d'ordres encourageant la pensée et l'action indépendante parmi ses capitaines et autres officiers supérieurs. En janvier 1941, le poste de commandant en chef, flotte américaine, devait être supprimé et remplacé par 3 postes distincts de commandant en chef, Atlantique, Pacifique et Asiatique. Cela propulserait King au rang d'amiral 4 étoiles en tant que commandant en chef de la flotte de l'Atlantique. Les amiraux Hart et Kimmel sont devenus respectivement les chefs de la flotte asiatique et du Pacifique, Kimmel étant prévu pour devenir le commandant en chef de la flotte américaine si la guerre nécessitait une combinaison de 2 commandements ou plus, et donc la réactivation de l'ancien poste. King s'est maintenant attelé à améliorer la guerre amphibie et à faire réviser ses navires pour les préparer au combat, estimant que plusieurs mois passés par la plupart de sa flotte en cale sèche étaient nettement préférables à se retrouver en guerre et à devoir envoyer sa flotte en cale sèche par morceaux pour des réaménagements. La flotte de l'Atlantique a été renforcée, mais les plans proposés nécessiteraient une collaboration étroite avec la Royal Navy. On pourrait penser que c'était un mauvais signe, mais au début, cela s'est plutôt bien passé, probablement parce que la coopération était entièrement sous le contrôle de King, avec des hydravions de la marine américaine aidant à la recherche du Bismarck et des plans élaborés pour que les navires de la marine américaine escortent les convois transatlantiques, suivis par l'escorte de troupes par la marine américaine pour soulager la garnison britannique en Islande. Il a également ordonné à ses navires de suivre tout navire allemand qu'ils trouvaient et de signaler leur position aux navires britanniques, et toute attaque contre des navires ou des intérêts américains par un navire de l'Axe entraînerait la destruction du navire de l'Axe en question sans aucun autre avertissement. Hissant son drapeau sur le croiseur United States Ship Augusta, King emmènerait le président Roosevelt à une réunion secrète avec Winston Churchill à bord du cuirassé Her Majesty's Ship Prince of Wales. Cette conférence a de nouveau ouvert la relation complexe de King avec les Britanniques. Il s'entendait très bien avec l'amiral Pound, mais gardait ses mauvaises impressions précédentes de la Première Guerre mondiale et était avant tout un patriote américain. Pour l'instant, les intérêts des 2 pays coïncidaient. Mais pendant une grande partie de ses écrits d'entre-deux-guerres, King avait montré qu'il n'était sous aucune illusion que dans des circonstances plus normales, les intérêts de l'Empire britannique et des États-Unis d'Amérique pourraient entrer en conflit, et dans ce cas, il ferait bien sûr tout en son pouvoir pour assurer une victoire américaine. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Allemagne s'intensifiaient, King saisissait chaque occasion pour éliminer les officiers qu'il considérait comme faibles et les remplacer par des hommes plus jeunes et plus agressifs. Puis vint l'attaque sur Pearl Harbor. La flotte du Pacifique était moins préparée à la guerre que celle de l'Atlantique, malgré quelques préparatifs en cours à l'époque. Il est presque certain que si King avait été en charge là-bas, ils auraient été considérablement plus près. En une semaine, les Japonais étaient omniprésents.
La Force Z avait été coulée et l'Allemagne et l'Italie avaient déclaré la guerre aux États-Unis. King est reparti pour diriger la flotte de l'Atlantique dans la guerre pour laquelle il les avait préparés pendant 1 an, seulement pour être rappelé. Kimmel était relevé de son commandement. L'amiral Nimitz prendrait sa place, mais il a été décidé que la marine américaine avait besoin d'un commandant en chef de la flotte pour coordonner cette guerre sur plusieurs océans, un poste aboli moins d'1 an auparavant. Le poste a été proposé à King. Initialement hésitant, il craignait des conflits avec l'amiral Stark maintenant que sa nation était en guerre. Il n'avait rien contre Stark personnellement, mais les domaines de responsabilité entre le commandant en chef de la flotte américaine et le commandant en chef des opérations navales étaient flous et se chevauchaient. C'est en partie pour cette raison que le premier poste avait été supprimé en premier lieu. Mais après quelques négociations, qui comprenaient l'exclusion de toute obligation de tenir des conférences avec la presse ou le Congrès, ainsi qu'un certain degré de contrôle et d'autorité sur les différents bureaux de la marine qui avaient historiquement gardé un esprit très indépendant, il a accepté le poste. Son seul rapport direct serait avec le président et techniquement avec le secrétaire de la marine. King s'occuperait des opérations actuelles de la marine. Il a été décidé que Stark, chef des opérations navales, s'occuperait de la planification stratégique à long terme. King a rapidement rassemblé son personnel, y compris un certain Willis Augustus Ching Lee, et s'est mis au travail pour transformer la marine américaine en un mastodonte qui écraserait tous les ennemis de King devant lui. Il a également instauré une politique de rotation de son personnel entre les affectations auprès de lui et les affectations en mer, pour la plupart l'idée étant que l'apport de nouvelles perspectives depuis la ligne de front serait utile, tout en envoyant des hommes ayant la vision la plus large des derniers développements pour aider les flottes de combat à se mettre en forme, était une idée tout aussi bonne. La planification ouverte des opérations avec les Britanniques pouvait désormais débuter, mais les tensions ont refait surface. King a convenu qu'un commandement unifié était nécessaire dans le Pacifique occidental pour endiguer l'avancée apparemment inexorable des Japonais. Cela évoluerait vers le commandement American British Dutch Australian quelque peu condamné, mais il l'a soutenu parce qu'il avait un objectif spécifié. La suggestion de Churchill que la flotte de l'Atlantique des États-Unis soit subordonnée à la Royal Navy pour le reste de la guerre sur une base similaire mais plus générale et ouverte a rencontré son rejet immédiat. Il a cependant approuvé une mesure qui verrait finalement les chefs d'état-major combinés formés pour mener la guerre, mais un problème plus épineux était le désir compréhensible de la Grande-Bretagne de prioriser la guerre contre l'Allemagne par rapport au désir du roi, soutenu par Stark, de se concentrer sur le Pacifique et le Japon. Néanmoins, la conférence s'est déroulée sans que personne ne soit abattu, et King s'est mis à donner à Nimitz ses ordres de marche pour tenir la ligne d'Hawaï à Samoa et travailler avec les Britanniques pour s'assurer que les lignes de transport et de communication sécurisées vers l'Australie soient également maintenues. Il a également dirigé des raids de porte-avions sur les îles détenues par les Japonais, mais a rapidement été poussé à la colère par les plaintes britanniques et néerlandaises concernant l'amiral Hart, qui était malade et que beaucoup au sein du commandement American British Dutch Australian cherchaient à blâmer pour la désintégration continue de l'effort de guerre dans cette zone. Confronté à ces problèmes, Hart a été rappelé, mais King a estimé que Hart et la marine américaine avaient été humiliés, quelque chose qu'il aurait beaucoup de mal à pardonner. Les conflits prévus, mais indésirables, avec le bureau du chef des opérations navales, ont donné à King un degré d'autorité encore plus grand. L'amiral Stark a été envoyé pour diriger les efforts navals américains en Europe, et ainsi King a ajouté le titre de chef des opérations navales à ses responsabilités. Il était maintenant chef des opérations navales et commandant en chef de la flotte américaine, responsable de la stratégie mondiale de toute la marine américaine, et il a réussi à obtenir le contrôle total de divers bureaux en même temps. Maintenant, effectivement, Dieu empereur de la marine américaine, King a continué ses efforts mais approchait rapidement de l'âge de la retraite, ce qui le verrait hors service en novembre 1942. Cependant, Roosevelt a décidé d'ignorer cette exigence et de garder King aussi longtemps que nécessaire. Alors que le commandement American British Dutch Australian s'effondrait, King a proposé que les Britanniques prennent en charge tout ce qui se trouvait à l'ouest du coin que les Japonais enfonçaient, tandis que les États-Unis assumaient la responsabilité de tout ce qui se trouvait à l'est, ce qui inclurait l'Australie. Cela a permis à King de contester davantage la politique de l'Allemagne d'abord,
que sa position l'obligeait à soutenir en théorie, mais lui a également permis de tenir le fort contre les propositions de mettre MacArthur à la tête de toute la guerre du Pacifique, que King voyait avant tout comme une affaire de marine, pas une affaire d'armée, réussissant finalement à cantonner le commandement de MacArthur dans une zone relativement confinée, où il considérait que le général pourrait faire relativement peu de mal à sa propre stratégie plus grande. Surtout que la majeure partie était constituée des Philippines, qu'il n'y avait aucune chance de retourner dans un avenir proche. Cependant, la situation était moins favorable dans l'Atlantique. L'entrée en guerre des États-Unis permettait aux sous-marins d'opérer librement près de la côte américaine. Les Britanniques ont rapidement partagé des suggestions tirées de leur expérience dans la bataille de l'Atlantique. Cela incluait des tactiques anti-sous-marines, la suggestion d'éteindre les lumières des villes côtières pour éviter de silhouetter les navires et la formation de convois côtiers. Maintenant, l'habitude de King de se considérer comme un expert, une fois qu'il avait appris autant qu'il jugeait nécessaire sur le sujet, lui revenait en pleine face. Il a soutenu qu'il n'y avait pas assez d'escortes pour les convois côtiers et que les convois non escortés ou mal escortés ne feraient que de bonnes cibles pour les sous-marins. Ordonner des blackouts civils n'était pas techniquement dans ses attributions, mais il a refusé de suggérer ou de soutenir l'idée à qui que ce soit, y compris le président, et en effet, les politiciens de toute la côte étaient fortement opposés à la proposition pour des raisons commerciales et politiques lorsque d'autres l'ont suggéré. Mais le fait est que les deux guerres mondiales ont montré que simplement regrouper des navires ensemble, tout en admettant le risque d'un environnement riche en cibles pour un sous-marin qui trouve un tel convoi, réduisait le nombre total de naufrages, parce que les sous-marins avaient plus de mal à localiser des cibles en premier lieu. Quand il s'agissait de tactiques de guerre anti-sous-marine, King était toujours opposé à la subordination de ses navires à d'autres, et cela incluait dans les méthodes d'opération. Au lieu de cela, tout en adhérant à l'idée d'un soi-disant système de convois interconnecté, il a recommandé que la Royal Navy et la Marine royale canadienne prennent le contrôle de la route de l'Atlantique Nord, tandis que la Marine américaine s'occupait de l'Atlantique central et de la côte américaine, chaque section utilisant des tactiques de sa propre invention. Comme on pouvait s'y attendre, la marine américaine, qui partait de zéro et se trouvait maintenant techniquement interdite de visiter même les cours de tactique au Western Approaches Command, ce qui, pour être juste, était un ordre que de nombreux officiers ignoreraient discrètement, mettrait du temps à améliorer son jeu de guerre anti-sous-marine en conséquence. En partie, cela pourrait bien être parce que certaines des offres britanniques comprenaient l'envoi de certains de leurs propres navires d'escorte pour travailler avec et instruire les navires d'escorte de la marine américaine. Les souvenirs de la Royal Navy naviguant le long de la côte américaine dans les années 1910, méprisant la marine américaine dans ses propres eaux territoriales, avaient peut-être laissé une marque plus profonde que King ne l'avait réalisé. Paradoxalement, King est resté un fervent partisan des convois de l'Arctique et de la nécessité d'une escorte maximale pour les convois transatlantiques tout au long de la discussion. Après que les pertes ont continué à augmenter, le gouvernement a finalement imposé des blackouts côtiers. La marine a alors abandonné les tactiques de chasseurs-tueurs qui avaient caractérisé leurs efforts jusqu'à présent, similaires à certaines tactiques de la Royal Navy en 1939. Et la mise en place du système de convoi partiel a commencé avec des marchands escortés par de petits navires pendant la journée et restant la nuit dans des mouillages protégés. Une partie de l'attention peut également être attribuée au fait que les mesures proposées nécessiteraient une diversion considérable d'efforts vers l'Atlantique, ce sur quoi les Britanniques insistaient bien sûr. Mais comme nous l'avons vu, King préférerait de loin que de nouveaux navires soient envoyés pour faire face aux Japonais dans le Pacifique. En parlant du Pacifique, King poussait ses subordonnés à l'action agressive à chaque tournant. Le développement de ce qui deviendrait le raid Doolittle provenant principalement de ses bureaux. Le seul inconvénient de cette opération particulière était que lorsque les Japonais ont fait leur mouvement dans le Pacifique Sud, menant au premier grand affrontement entre porte-avions japonais et américains de la guerre, seuls Yorktown et Lexington étaient disponibles pour les contrer, puisque Enterprise et Hornet étaient encore en route de retour de la côte du Japon. La perte de son ancien commandement, Lexington, dans cette bataille a amené King à adopter une stratégie plus défensive. Ceci et l'équilibre délicat entre King et Nimitz conduiraient à la conservation des porte-avions américains et donc à leur disponibilité pour la bataille de Midway, bien que cette victoire ait également envoyé la tension artérielle de King à des niveaux plus communément associés aux presses hydrauliques, car sa nature était de tout cacher,
défaites et victoires, afin que l'ennemi ne puisse rien apprendre de lui, du moins jusqu'à ce que suffisamment de temps se soit écoulé pour rendre tout ce qu'ils avaient glané sans pertinence. L'histoire officielle pour Midway était que les États-Unis avaient deviné les intentions japonaises sur la base de leur besoin présumé de répondre aux raids de Doolittle et de l'annulation de leur invasion de Port Moresby. Seul King a alors trouvé 2 journaux titrant que les États-Unis étaient au courant de l'assaut à l'avance grâce au déchiffrage des codes, ce qui était vrai. King était apoplectique, car tout agent étranger dans le pays pourrait maintenant être en mesure de tirer les bonnes conclusions en lisant les journaux et ainsi mettre en péril de vastes pans des opérations de King. Les seules raisons pour lesquelles les propriétaires du journal et les reporters n'ont pas réellement été traduits en justice pour trahison, ce que King préférait, c'est que King n'aurait bien sûr pas divulgué les détails de la manière dont il avait réellement obtenu les informations concernant la flotte japonaise à aucun tribunal. Qui irait bien sûr dans le registre public, bien qu'il ait arrangé pour que l'officier qui avait laissé le reporter voir les transmissions de Nimitz à cet effet, est une telle marque placée sur son dossier qu'il ne serait jamais promu au-delà de son grade actuel pour le reste de sa carrière. Heureusement pour tous les impliqués, les espions japonais ne semblaient pas lire le Chicago Tribune. Mais King ne pouvait pas se concentrer uniquement sur le Pacifique, et bientôt il devait s'inquiéter de l'opération Torch, les débarquements prévus en Afrique du Nord en territoire français de Vichy, ainsi que de la campagne en cours à Guadalcanal de l'autre côté de la planète. Ce dernier dévorait les navires à un rythme prodigieux et avait désespérément besoin de renforts, qui ne seraient pas disponibles s'ils étaient contraints de détourner des navires vers Torch, qui à l'époque étaient codés gymnastes. Cependant, il a été contredit par Roosevelt, qui insistait sur le fait que les troupes de l'armée auraient un bien plus grand effet sur l'équilibre des forces s'ils combattaient les Allemands et les Italiens dans un théâtre ou un autre, plutôt que d'occuper une série de minuscules îles dans le Pacifique que les Japonais avaient intentionnellement prises comme une sorte de zone de froissement transocéanique contre la possibilité d'avancées américaines. Le seul point positif était qu'au moins un débarquement en Afrique du Nord serait à une échelle plus petite et potentiellement moins suicidaire qu'une opération alternative, un débarquement en Europe en 1942, que le général Marshall préconisait, mais que les Britanniques avaient catégoriquement rejeté. Alors que King soutenait en théorie Marshall lors des premières réunions avec les dirigeants britanniques, la différence d'engagement pour un D-Day prématuré peut être vue par le fait que Marshall était extrêmement mécontent de devoir réécrire ses plans pour aller plus tôt en Afrique du Nord, alors que King, malgré le fait qu'il ait été rejeté par les Britanniques de toutes les personnes, acceptait entièrement le changement de plan. Peut-être qu'au-delà de tout le reste, il a réalisé que cette alternative n'allait pas nécessiter autant de ses navires. Distrait à nouveau par Guadalcanal, King a nommé le contre-amiral Kent Hewitt au poste de commandant amphibie, ce qui s'est avéré être un coup de maître car Hewitt s'est impliqué et a organisé la plupart de ce qui avait été laissé non préparé à ce moment-là. La campagne de Guadalcanal devenait un véritable casse-tête pour King. Juste pour la lancer, il avait dû surmonter l'opposition générale de l'armée à tout ce qui impliquait une offensive, tout en parant en particulier le plan presque insensé de MacArthur de lancer une attaque frontale directe sur Rabaul avec lui-même en tête. Aussi tentant que cela puisse être pour King d'envoyer MacArthur dans un engin de débarquement pour affronter de front la puissance de feu de la majeure partie de la flotte de surface japonaise, King était profondément conscient du coût en vies humaines et en navires que cela impliquerait, ainsi que de la faible chance de succès. Alors que les opinions oscillaient, King avait été alarmé de voir que chaque balancement attirait plus de personnes vers l'idée de Rabaul. Il avait donc élaboré un plan menant au débarquement de Guadalcanal et envoyé des ordres à Nimitz pour commencer immédiatement les préparatifs. Il a ainsi pu présenter l'assaut lors de la prochaine réunion du chef d'état-major conjoint comme quelque chose qui était déjà réalisé à 9/10, ce qui était largement en avance sur les arguments encore seulement conceptuels que l'armée avait. Il a également habilement déplacé les lignes de démarcation des zones opérationnelles en question, de sorte que la marine mènerait l'opération, et non MacArthur, qui voulait désespérément être aux commandes de toute offensive, mais que King était tout aussi déterminé à exclure de tout commandement potentiel des actifs navals. Bien sûr, pour King, la campagne de Guadalcanal n'avait pas très bien commencé, avec la première bataille de l'île de Savo qui fut un désastre, et avec ses forces étirées entre l'Afrique du Nord, l'Atlantique et le Pacifique, King a eu du mal à rassembler suffisamment de forces dans la région pour compenser les pertes, sans parler de prendre un avantage sur la marine japonaise.
La campagne finirait par coûter à la marine américaine 2 porte-avions, 8 croiseurs et 14 autres navires de guerre importants coulés et beaucoup plus gravement endommagés. Mais à la fin, le flux de nouveaux navires et de navires réparés, descendant des cales et sortant des docks secs, et la ténacité de plusieurs amiraux américains, y compris bien sûr Ching Lee, qui avait été envoyé de l'état-major de King pour prendre le commandement de l'United States Ship Washington quelques mois auparavant, ont vu la campagne se terminer par une victoire. La conférence de Casablanca offrirait alors plus d'opportunités pour une stratégie conjointe américano-britannique, mais certains aspects de celle-ci ont presque commencé à fléchir lorsque King a plaidé pour un engagement britannique plus important dans le Pacifique, en particulier pour maintenir ouvertes les lignes de communication et de transport vers la Chine une fois la Méditerranée sécurisée. Et les Britanniques étaient bien sûr toujours principalement préoccupés par l'envoi de forces en Italie puis en France et par l'élimination de l'Allemagne, et il voulait savoir pourquoi plus d'hommes et de navires étaient nécessaires dans le Pacifique. Les esprits se sont échauffés et King a affirmé que le Pacifique était une guerre américaine, n'ayant besoin que de décrire le nécessaire sans détailler. Heureusement, les deux parties ont été amenées à coopérer et le quid pro quo a été une offensive britannique en Birmanie en échange de la force prêtée par les États-Unis pour l'invasion de la Sicile. De retour chez lui, King tentait de maintenir un équilibre de plus en plus précaire dans la construction navale. Même les États-Unis n'avaient pas de ressources illimitées en acier, machines et argent. Les demandes pour croiseurs, navires de débarquement, porte-avions de flotte, escorteurs de destroyers et porte-avions légers étaient sans fin. Donner la priorité à l'un finissait toujours par vous attirer des ennuis avec deux autres, dont vous retardiez les programmes. Fin 1943, King s'était également de plus en plus impliqué dans l'interminable saga de la torpille Mark XIV. Dans le Pacifique Sud-Ouest, l'amiral Lockwood avait réussi à expliquer à King quelques-uns des défis additionnels auxquels ses sous-mariniers étaient confrontés. Les défauts qu'ils avaient identifiés clandestinement et contre les ordres, et le fait que le bureau des munitions traînait des pieds pour même admettre qu'il y avait un problème, sans parler de donner la permission de réparer quelque chose qu'il prétendait encore n'était pas cassé. King a outrepassé le bureau des munitions et a ordonné à Lockwood de dire à ses hommes de faire toutes les modifications qu'ils pouvaient immédiatement. Un an plus tôt, Lockwood avait plaidé auprès de King. Si le bureau des munitions ne peut pas nous fournir des torpilles efficaces, alors demandez au bureau des navires de concevoir un crochet pour arracher les plaques de la cible. Suite à cette réunion particulière, King avait carrément ordonné au bureau des munitions de mener une série de tests pour résoudre un problème de torpilles qui court en profondeur. Ils avaient dû admettre, malgré eux, qu'une partie du mécanisme de la torpille posait problème. Il a eu plusieurs réunions en 1942 et 1943 avec le Bureau des ordonnances, qui semblait étrangement avoir été peu consigné dans les procès-verbaux. Mais après chacune d'elles, le Bureau des ordonnances se mettait en branle et réalisait quelque chose d'utile. Vers la fin de 1943, ils avaient même réussi à réparer l'exploseur Mark VI, ce qui était une sorte de réalisation unique pour le Bureau des ordonnances à l'époque. 1943 a également vu d'autres affrontements entre King et les Britanniques sous la forme du général Brooke. Les Britanniques souhaitaient démarrer l'accumulation de l'équipement nécessaire pour envahir l'Europe. King ne voulait pas que de précieux engins de débarquement restent inutilisés sur les côtes anglaises, alors qu'ils pourraient être mieux employés dans le Pacifique si aucune date n'était fixée pour un débarquement en France. 1944 verrait deux questions majeures, l'opération Overlord et l'établissement d'un grade à 5 étoiles sur lesquels King a été consulté. Les dernières années semblaient avoir renforcé son degré d'anglophobie. Son désir de changer l'uniforme naval en gris et d'éliminer les épées de parade de l'équipement était, selon ses propres mots, principalement parce que ces couleurs et cet équipement étaient inspirés par la Royal Navy, alors que King voulait que la marine américaine soit unique. De même, lorsque le titre de rang à 5 étoiles a été évoqué, la plupart étaient en faveur de l'amiral de la flotte. King s'opposait principalement au titre, identique à celui utilisé par la Royal Navy, mais sa première suggestion d'arch-amiral n'était pas appréciée. Finalement, il a changé cela en amiral de flotte, et cela serait accepté pour quand le rang a été créé et King a été dûment promu à cette hauteur vertigineuse. Travailler sur Overlord avait été un exercice de frustration des deux côtés. Même à 43 ans, King était de plus en plus furieux contre les Britanniques. Selon lui, les États-Unis fournissaient désormais la majorité de la puissance de combat et devraient donc être en charge de la plupart, sinon de tous les combats.
Les Britanniques ont mis en avant leur plus grande expérience et l'équilibre existant des accords sur la chaîne de commandement. Le désir constant du roi d'innover, combiné à ses problèmes croissants avec les Britanniques en général, a exacerbé son tempérament à des sommets encore plus grands, au point que certains officiers britanniques estimaient qu'ils pouvaient s'entendre avec tous les officiers américains dans la pièce, à l'exception du roi. L'idée de compromis du roi était de permettre qu'un nombre de navires supérieur à sa position initiale soit alloué à l'Europe, mais en retour, il devenait de plus en plus désinvolte à propos de tout sauf de l'implication américaine dans le Pacifique, à tel point qu'à présent, il n'était pas intéressé par les conseils, les renseignements ou les suggestions de ses alliés. Il a déclaré qu'il les informerait de ce qu'il allait faire ensuite, et ce serait tout. La glace a été métaphoriquement et littéralement brisée lors d'une telle conférence lorsque Lord Mountbatten a complètement changé de sujet pour parler du concept du Léviathan Picrate Her Majesty's Ship Habakkuk, bien que l'effet de soulagement de la tension interne ait presque été annulé lorsque le ricochet de Mountbatten et le chargement de son pistolet dans un bloc de brochet ont fait un trou net dans la jambe du pantalon du roi. Heureusement, le roi aimait Mountbatten, malgré son antipathie croissante envers le reste du personnel britannique, dû au manque de soutien perçu du haut commandement pour les efforts de Mountbatten dans le théâtre du Pacifique. Une certaine marque des tensions entre les groupes peut être déduite du fait que les coups de feu avaient poussé une partie du personnel à l'extérieur de la pièce à sérieusement envisager, d'abord, si les deux côtés en étaient venus à se tirer dessus, en dehors de toute autre explication possible. Malgré tout, les préparatifs pour Overlord avançaient rapidement. Suite au décès de l'amiral Pound d'une tumeur cérébrale, son successeur, l'amiral Cunningham, a trouvé un accord avec le roi. Non pas que les deux s'entendaient tout le temps, en fait tout le contraire, mais le roi avait toujours respecté un homme qui tenait bon et se battait, et Cunningham, qui préférait de loin être en mer à lancer des obus et des avions sur l'ennemi, refusait de céder ne serait-ce qu'un pouce au roi et le combattait fermement sur presque tous les points de désaccord, ainsi qu'à chaque fois que le roi faisait un commentaire désobligeant sur la Grande-Bretagne en général et la marine royale en particulier. Les deux parties ont fini par respecter la ténacité de l'autre, et bien que la maison était parfois bien et vraiment en feu, ils ont tout de même réussi à nouer une amitié improbable et à bien mener les opérations navales. Pendant ce temps, la guerre dans le Pacifique s'accélérait alors que la résistance japonaise commençait à s'effondrer en mer grâce à la pression incessante des flottes grandissantes de King et Nimitz et à la chute des garnisons extérieures. Bien qu'il y ait eu des désaccords entre Nimitz et King sur la question de savoir s'il fallait prendre le camion en premier ou le contourner pour frapper les Mariannes, à ce stade, il s'agissait moins d'un débat sur la façon de mettre le Japon sur la défensive que de savoir s'il fallait d'abord donner un coup de poing gauche ou droit. La bataille de la mer des Philippines s'est révélée être un coup dur pour la puissance de combat de la marine japonaise, malgré le fait que le camion ait été contourné. Les choses semblent se passer si bien à son avis en 1944 que, malgré son antipathie envers la presse en général et le fait qu'il ne se considérait pas comme un homme particulièrement bon devant la caméra, King a accepté de participer à un petit film de propagande pour la marine américaine. Alors, écoutons quelque chose des propres mots de King dans cet extrait où un narrateur met en place la scène initiale. Journée de la marine, 1943. Il y a un an, la marine avait fait beaucoup de chemin depuis le jour sombre à Pearl Harbor. En 2 ans, nous avions reconstruit notre flotte ravagée. Les Américains saluaient une marine plus grande et plus puissante que le monde n'en avait jamais connue. La flotte était déployée sur tous les océans. Dans le Pacifique, après 2 années d'une guerre de résistance désespérée, nous étions prêts à prendre l'offensive. Derrière, lors de la journée de la marine en 1943, se trouvait Guadalcanal. Derrière se trouvaient les victoires dans la mer de Corail, à Midway et les révolutions. Mais devant chaque homme, sur chaque navire, se trouvait un combat dur et amer pour exécuter le plan maître convenu par le haut commandement et l'amiral King. Dans le Pacifique, nous faisons face à 2 ennemis majeurs, la distance et les Japonais. Les deux deviendront plus difficiles à mesure que nous avancerons. Nous sommes pleinement conscients de ces problèmes et nous avons élaboré des plans pour les résoudre. Malgré de grandes distances et un ennemi fanatique, nous avancerons. Nous ne nous arrêterons pas avant une victoire totale. Comme les choses se sont passées,
King a été débordé en suivant à la fois l'assaut des Mariannes et le jour J. Mais une opération était considérablement plus grande que l'autre, et donc 2 décennies et demie après que King se tenait aux côtés de Jellicoe au large de la côte belge, il se retrouvait une fois de plus à bord d'un destroyer, cette fois américain, parcourant la Manche le 10 juin 1944, regardant les flottes alliées combinées envoyant des centaines de tonnes d'explosifs à l'intérieur des terres à chaque minute qui passait. Mais pour King, ce n'était pas assez proche, et lui et ses collègues se promenaient bientôt sur Omaha Beach, grâce à un voyage à terre en DUKW. Les débarquements de suivi dans le sud de la France, en Grèce et la poursuite de la campagne italienne ont continué à générer des frictions, et ce n'est que grâce à un travail astucieux de ses subordonnés que King a été sauvé d'un certain nombre de champs de mines politiques. King était beaucoup de choses, mais pas un leader politique engagé. Heureusement, une fois informé, il était généralement habile, après une certaine persuasion, à se sortir du problème par des expédients qui étaient, souvent en termes pratiques, peu plus que les écrans de fumée de base sur lesquels repose une grande partie de la politique. Alors que la guerre en Europe commençait à s'accélérer vers une campagne terrestre, plus que tout impliquant des besoins navals substantiels, tous les yeux commençaient à se tourner à nouveau vers le Pacifique parmi les différents amiraux de toutes les marines alliées. Mais King ne voulait pas impliquer la Royal Navy, se sentant isolé sur ce point. Churchill, désireux d'engager massivement la Royal Navy dans le Pacifique, a convaincu Roosevelt sans consulter King. Les autres officiers américains voyaient aussi l'intérêt d'ajouter des dizaines de navires de guerre et des centaines d'avions de porte-avions. King a été contraint de céder, sa seule condition restante étant que la flotte britannique du Pacifique devrait être entièrement autonome. Pendant ce temps, il a également dû essayer de gérer un Halsey de plus en plus erratique. L'ampleur du quasi-désastre à Leyte Gulf ayant suscité pas mal d'inquiétudes une fois qu'il a été pleinement connu et compris par l'état-major de King. Il a dû essayer de faire cela sans compromettre l'image publique de la marine que l'agressivité de Halsey avait contribué à engendrer plus tôt dans la guerre. Malgré la férocité des combats terrestres, la marine américaine façonnée par King dominait presque totalement les mers. Avec Halsey, qui a conduit sa flotte dans 2 autres typhons, ce qui a fini par causer plus de pertes en termes de pertes d'avions et d'hommes tués que les attaques japonaises contemporaines sur la même période, King a été contraint de réprimer son envie initiale de soulager Halsey, surtout après le 2e incident, afin d'essayer de mettre fin à la guerre sur une note positive au lieu de la querelle indécente dans les plus hauts échelons du rang de drapeau qui aurait eu lieu s'il avait essayé de retirer Halsey de la ligne de front. Toutefois, la guerre s'est achevée avec le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, mais King devait encore livrer un ultime combat. Avec MacArthur encore une fois, qui cette fois visait à être le seul signataire de la reddition japonaise, King et son personnel ont réussi à réduire cela à MacArthur signant en tant que commandant des forces alliées dans la région, avec King qui a fait entrer Nimitz dans la liste en tant que représentant des États-Unis, et ainsi, toutes les nations alliées impliquées devraient également signer. Assez amusant, King préférait laisser les Britanniques partager son triomphe plutôt que de permettre à MacArthur de voler la gloire de manière significative. Avec la fin de la guerre, King a rapidement préparé une retraite bien méritée. Il a recommandé que le poste de commandant en chef de la flotte US soit à nouveau supprimé, ce qui a été dûment fait, laissant le poste de chef des opérations navales comme le chef incontesté de la marine US. Le secrétaire de la marine Knox était mort en 1944, remplacé par le secrétaire de la marine Forrestal, avec qui King avait souvent et intensément clashé, et donc King a utilisé sa lettre de démission au président Truman pour recommander Nimitz pour le poste de chef des opérations navales plutôt que le choix de Forrestal. Il a obtenu ce qu'il voulait et a quitté le service actif le 15 décembre 1945, mettant fin à une carrière qui avait commencé lorsque la marine US tâtonnait pour être capable de confronter l'Espagne sur le pas de la porte de l'Amérique et qui s'est conclue avec la marine US étant la plus grande flotte de la planète avec une marge considérable. Des applaudissements et des honneurs de tous côtés lui sont venus, et King prendrait sa retraite pour une vie à proximité à Washington, D.C., d'où il resterait actif jusqu'en 1947, quand un accident vasculaire cérébral suivi d'une mauvaise santé l'ont contraint à se déplacer vers une série d'hôpitaux navals. Le département de la marine s'impatiente de planifier les éventuelles funérailles de King.
George Russell se souvient plus tard, à commencer par les funérailles du général Pershing, les arrangements funéraires les plus élaborés ont été faits pour les personnes âgées dans les forces armées, y compris tous les officiers à 5 étoiles. Afin de prendre les dispositions nécessaires, quelqu'un devait découvrir de l'officier lui-même quels pourraient être ses souhaits ou quelles dispositions il avait déjà prises, et j'ai été nommé pour aller voir l'amiral King sur ce sujet. Il était alors dans son bureau sur l'avenue de la Constitution, et après que je lui ai fait connaître le but de ma visite, il s'est renversé dans son fauteuil et a éclaté de rire. Après avoir ri, il m'a dit « Eh bien, Russell, j'espère que ce n'est pas urgent. » Ce n'était pas trop urgent. King écrirait une préface à une histoire des opérations de la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, sa propre autobiographie et un certain nombre d'autres documents avant de finalement décéder le 25 juin 1956 à l'âge de 78 ans. Il serait enterré dans le cimetière de la marine américaine à Annapolis plus d'un demi-siècle après avoir franchi son seuil pour la première fois. L'immense complexe de granit, bien loin du désordre des cabanes branlantes et des risques d'incendie de sa jeunesse, le progrès représentant une métaphore appropriée pour l'héritage et la marine qu'il a laissé derrière lui. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Pensez à commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.